Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis avec Camilla. On a reçu de nombreux commentaires dans lesquels vous nous avez demandé de traiter des thèmes qui sont super intéressants. Ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être le fait d'être un des plus légers de l'académie et s'entraîner avec des personnes plus lourdes et tout ce qui va tourner autour de ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et aussi d'aller nous suivre sur les différentes plateformes sur lesquelles on est actif, à savoir Instagram, TikTok, mais aussi sur notre site internet metajjb.com. Ça nous fait super plaisir et nous, ça nous aide à avancer. Autre chose, n'hésitez pas à marquer en commentaire aussi s'il y a des sujets qui vous intéressent, des choses qui tournent autour du jiu-jitsu que vous aimeriez que l'on aborde ensemble. Et pour commencer, salut Camilla. Salut. Peut-être tu peux te présenter, savoir expliquer aux gens qui tu es, ce que tu fais dans le jiu-jitsu, comment tu es arrivé là-dedans, avant qu'on commence à parler du sujet. Oui, à la base, j'étais dans la capoeira et je pense que j'ai eu 10 ans de pratique de capoeira quand j'ai découvert le jiu-jitsu quand j'avais 27 ans. Et aujourd'hui, j'ai la ceinture violette et ça fait 4 ans, un peu plus, que je m'entraîne au jiu-jitsu. Et mon jeu, c'est beaucoup la garde. J'aime bien être dessous. Ce qui va aussi être pertinent pour ce sujet avec des personnes, des adversaires et des partenaires un peu plus costauds. Ok, ça marche. Qu'est-ce que j'allais dire? Ok, donc du coup, aujourd'hui, toi, tu t'entraînes dans le jiu-jitsu et tu occupes une place assez intéressante dans le sens où, alors déjà, le jiu-jitsu, c'est un sport qui est très masculin. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui est très très masculin, enfin notamment en France. On a voyagé pas mal, vu d'autres choses, mais c'est vrai qu'en France c'est très masculin. Aujourd'hui, on s'entraîne dans le club, Meta Jiu-Jitsu, qui a enfin ouvert ses portes, et tu te retrouves comme étant pour le moment la seule pratiquante, en kimono du moins, et une des plus légères. Est-ce que ça a toujours été le cas, et quel impact ça peut avoir sur ton Jiu-Jitsu, dans ta progression, et ailleurs, sur ta préparation dans les compétitions, par exemple? C'est vrai que ces derniers temps, ça a un peu changé parce que maintenant, on s'entraîne dans une académie comme on vient d'ouvrir. C'est plus petit que d'habitude. Et où j'ai commencé à m'entraîner au jiu-jitsu quand j'avais ceinture blanche, là, il y avait à peu près 300 pratiquants. Ça, Un grand c'était où? club. C'était à... C'était en Norvège, à Frontline. Et du coup, on pouvait choisir. Si moi, je voulais tourner que avec des gens de mon poids, j'ai trouvé toujours quelqu'un, en fait. Mais maintenant, je suis plus obligée de m'adapter et apprendre à jouer ou faire en sorte avec les personnes présentes. Ok. Et du coup, est-ce que dans la façon dont tu choisis tes partenaires, tu fais attention à ce delta de poids qui différencie cette personne et toi? Je veux dire, aujourd'hui, c'est qui qu'on a de lourd? Moi, je pense que c'est moi le plus lourd pour le moment. Non, quoi qu'on a une ceinture noire, un peu beaucoup plus lourde que moi, 94 kilos. Quand tu t'entraînes avec lui, est-ce qu'il y a des mesures particulières que tu prends? Oui, comme toujours, quand je m'entraîne avec des personnes plus lourdes, j'essaie. Après, il y a plusieurs façons de se préparer ou de faire en sorte que ça se passe bien. Un aspect, c'est du coup tout ce qui est technique. Tout le temps, on a Lucas Lepri ou des autres qui disent ouais, ça je fais avec les lourds ou des techniques spécifiques aux lourds. Moi, je ne suis pas sûre si je suis trop d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est mieux d'adapter son propre jeu à la personne lourde que changer complètement. Ok. Mais donc, on a cette partie technique et on a aussi cette partie peut-être sociale ou des autres choses autour, genre d'en parler avant de tourner si la personne est beaucoup plus forte, parce que c'est pas que le kilo, c'est aussi la force finalement. Ouais. Parce que mais c'est ça la différence. Moi, je pèse vers 60 kilos. Et pour une personne, comme moi je tourne avec quelqu'un de 80, c'est 20 kilos de plus. Mais souvent, c'est 20 kilos de plus de muscles. Contrairement à une personne de 80 kilos, si tu tournes avec une personne de 100 kilos, ça peut être avec 100 kilos de muscles aussi, mais souvent, c'est aussi du gras.
Ça dépend, hein, parce que là, du coup, tu soulèves un point assez intéressant, et c'est là-dessus que je me suis reconnu quand j'ai lu le commentaire. Le commentaire, j'ai oublié qui nous l'a écrit, mais il a dit, oui, je pèse 70 kilos, je fais de la compète, je combats, mais chez moi, à l'académie, il n'y a que des personnes qui pèsent au minimum 80 kilos. Mm. Et là, j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, à l'époque où je m'entraînais au Portugal, Mm. quand je m'entraînais avec Guilherme, ou avec Cyborg, ou avec tous ces gars-là, c'est des mecs qui font 100 kilos, et Du c'est muscle. de muscles. Ouais. Donc à l'époque, je combattais beaucoup plus en 76, donc ça veut dire que c'est quelques catégories au-dessus de moi. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte que à ce moment-là, en fait, là, je suis dans ta position. Mm. C'est-à-dire que je suis dans une situation où j'ai des gens qui sont aussi athlétiques que moi en face, Et 20 kilos de plus. avec 20 kilos de plus, et qui ont un panel, une connaissance technique Mm. plus large que la mienne, en tout cas à Mm. l'époque, et peut-être certainement encore aujourd'hui pour certains d'entre eux. Et donc comment on fait pour dealer avec ça? Mm. Comment on fait pour, un, pas se blesser? Ça, c'est la première chose. Comment on fait, deux, pour que ce soit amusant et intéressant pour les deux personnes? Mm. Et pour aller plus loin, comment on fait pour gagner? C'est ça, et on a plusieurs profils aussi des personnes lourdes. Je veux dire que Guilherme et Cyborg sont des personnes super fortes physiquement, mais aussi techniquement. Et après, on a la ceinture blanche, super maladroit, super fort aussi, Ouais. qui est encore plus dangereux, entre guillemets, qu'il faut faire attention. Ok. Et donc, je pense que ça, si je tourne avec... Mais c'est pas toujours non plus que la ceinture a une importance aussi qui pèse autant dans l'histoire, parce que il m'est déjà arrivé aussi que... il m'est déjà arrivé que... d'être choqué aussi par rapport à... Bah, des fois, quand on voit une ceinture, on a certaines attentes, en fait. On pense que c'est déjà une personne qui se connaît bien en jiu-jitsu, qui sait aussi d'ajuster sa force par rapport à son adversaire, surtout quand c'est une grande personne forte. Mais j'ai rencontré des ceintures noires qui n'ont aucune notion de sa force et n'arrivent pas à adapter son jeu. Donc c'est tout ou rien. Il te jette comme ça, on se dit ouais, on va s'échauffer un peu. Ouais. Et il te jette par terre et s'assoit dessus et on sent que tout les côtes craquent et, et on a peur genre direct quoi. C'est vrai qu'il y a... Alors ça, je vois de quelle situation tu parles, c'est quand on s'était entraîné dans une académie et il y avait un gros ceinture noire qui arrivait pour l'échauffement, il t'a juste écrasé quoi. Ouais. Donc il m'a mis, il s'assoit dessus, il s'assit dessus. Sur toi. Sur moi. Et il avait engagé à mettre un bon, mais le son de l'appel était dans ma bouche, des dents. Je pense qu'il a cherché là ici, la nuque, mais c'était dans ma bouche. Et en même temps, j'avais les mains attrapées comme ça, comme ça, avec tout son poids sur mon visage, aussi poitrine. Donc je ne pouvais pas taper. Et quand j'ai essayé de crier, il n'y avait pas de son qui sortait non plus parce qu'il avait l'appel dans la bouche. Cauchemar. Et donc si tu m'avais pas sauvé dans cette situation, je sais pas où je serais aujourd'hui. Mais c'était déjà un peu tard parce que quand il m'a lâché, j'ai saigné ici, de la lèvre et tout. C'est une cicatrice qui t'est restée longtemps. Ouais. Mais ouais, là j'étais choquée. J'étais vraiment choquée et c'était une ceinture noire donc je pensais que c'était aussi une personne où on peut s'amuser. Et j'avais envie même si ça m'est arrivé, j'avais envie que je sortais de là avec une impression genre positive de lui. Et donc j'ai essayé de tourner avec lui après. Mais donc après, lui, il avait trop peur, donc il faisait rien. Et donc on pouvait pas tourner non plus parce qu'il m'a laissé passer droite à gauche. Donc pour lui, c'était tout ou rien en fait. Il savait pas comment gérer par rapport... Donc finalement, la ceinture, ça va rien dire parce qu'on peut croiser des ceintures blanches qui sont super attentifs et attentives et qui gèrent sa force et son poids bien par rapport à son adversaire. Moi, je vois que ça amène deux questions et deux sujets d'ailleurs qu'on pourrait traiter plus tard, qui sont premièrement, est-ce qu'on peut faire confiance dans le sens de l'intégrité physique à tous ses partenaires / adversaires? À mon avis, la réponse elle est clairement non. Et d'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a un conseil que je donne, je crois qu'on en a déjà parlé il y a un moment, mais tu peux pas faire confiance à qui que ce soit. À moins de réellement connaître, et quand je dis connaître, c'est que c'est une personne avec qui tu as l'habitude de t'entraîner. Aujourd'hui, juste se dire j'arrive sur un tatami, et notamment quand tu vas visiter une autre académie dans laquelle tu ne t'entraînes pas,
mais tu n'as pas le droit de faire confiance complètement 100% aux gens avec qui tu t'entraînes. Parce qu'ils ont un panel technique que tu ne connais pas, ils ont une vision du jeu qui n'est pas forcément raccord avec la tienne, et t'es pas à l'abri que ce soit quelqu'un qui soit dans une phase de préparation où il a besoin de tuer tout le monde ou pour X ou Y raison. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que tu amènes qui est hyper intéressante, c'est est-ce que du coup, la couleur de la ceinture qui tient ton kimono est si relevante que ça, en termes de considération du partenaire. Et ça, comme tu l'as bien dit, tu peux être ceinture blanche, bleue, violette, marron ou noire, c'est pas la couleur de la ceinture qui va te donner une appréciation juste de la qualité technique de la personne qui est en face de toi et de la résistance que tu lui donnes. Aujourd'hui, on s'est entraîné, et de toute façon, j'en vois énormément, des gens qui ont des ceintures violettes, j'ai quelqu'un en tête, mais qui a une ceinture violette, qui me dit ouais, Nico, qu'est-ce qu'il m'a dit je pense que là, j'ai perdu physiquement, donc c'est pour ça que je suis peut-être pas au top. C'est quelque chose qui sonne comme ça. Physiquement, quand il me pousse, j'ai l'impression d'avoir un type de quelqu'un de mon poids. Et ça me choque pas plus que ça. Par contre, techniquement, c'est autre chose. Du coup, les moments où on s'entraîne, par exemple, hier, on était sur drill spécifique, je crois. Hier, on était cours drill spécifique. Au moment où on fait des spécifiques, quand on roule ensemble sur le spécifique, ou quand je le vois rouler avec les autres, je le vois mettre énormément d'intensité physique. Et malheureusement, techniquement, pas plus que ça. Donc du coup, je pense que cette couleur de ceinture, elle n'est pas forcément un marqueur fiable de ce que tu peux t'attendre d'une bonne appréciation de la quantité physique, l'intensité physique que tu donnes à quelqu'un. Donc ça, c'est assez intéressant que tu le donnes. Maintenant, il y a un truc qui est intéressant, qui serait intéressant à savoir, c'est parce que tu combats, quand on va combattre, tu combats souvent dans ta catégorie et tu combats aussi en absolute. Dans ta catégorie, quel est l'impact de cette préparation? Du fait que tu t'entraînes principalement avec moi, qui suis beaucoup plus lourd que toi, quel est l'impact de ton jiu-jitsu en compétition, le fait de ne pas t'entraîner avec des gens de ton poids? Moi, je trouve que si dans la mesure extrême, ça peut affecter mon jeu. Si par exemple, je me souviens d'une situation où je me suis fait étrangler, quand moi j'étais dans la garde fermée. Et normalement, ça se fait pas. Non. Et mais cette personne, je pense qu'elle avait vers 100 kilos. Et donc, ses bras étaient plus longs que mes jambes. Donc, même si je poussais avec toute ma force, je poussais, j'arrivais genre au bout de mes jambes, ses bras étaient plus longs que mes jambes. Ah ouais, ça il faut. Et donc, je pouvais pas, j'arrivais pas à me défendre plus que ça. Donc, j'ai tapé, j'étais un peu choquée. Et après, aussi, j'ai une autre personne en tête qui je sens, par exemple, quand je perds beaucoup plus facilement les positions fortes avec des personnes, grandes personnes. Par exemple, quand je suis en 100 kilos, le side control, des fois, j'ai l'impression que la personne fait juste, mais prends comme ça. Te prendre et te jeter, quoi. Comme ça, à côté. Et donc, dans ces cas-là, j'adapte, comme j'ai déjà dit, j'adapte les techniques. Par exemple, j'ai remarqué qu'une personne qui est grande, normalement, moins de souplesse. Donc, si je mets plus mon poids vers sa tête en 100 kilos, elle ne peut pas revenir avec ses jambes. C'est pas vrai pour tout le monde. Il y a certains qui sont grands et aussi super souples, mais normalement, il ne peut pas revenir avec ses jambes quand j'arrive vers leur tête. Et donc là, je mets plus de pression. Même sur toi, je fais plus ça. Quand tu dis grand, tu veux dire gros, ou tu veux dire solide, ou tu parles vraiment de hauteur? De la même... Ouais, les deux. Parce qu'il y a des personnes qui sont... Enfin, la hauteur, je suis pas sûr que ce soit un marqueur d'une personne qui soit pas souple. Non. Par contre, les gens qui sont solides, très, très musclés... Ouais, c'est ça que je voulais dire. Plutôt solides, alors pas grands. Ouais. Les personnes, les grosses personnes. Ouais, mais j'ai l'impression que dire grosse, c'est genre péjoratif. Non, enfin, on va pas dire péjoratif, mais on va dire, si tu veux, généralement chez les lourds, c'est vrai qu'on retrouve un peu moins, grosso modo, un peu moins de mobilité, généralement. Ouais, les lourds, je veux dire. On va dire les lourds, pas les grands. Que tout le monde comprenne de quoi on parle, parce qu'il y a des grandes personnes qui font le grand écart. Ouais. Voilà, donc ça c'est un petit peu différent. Ouais, les lourds. Chez les lourds, on a... C'est un peu moins souple. Et c'est pour ça que c'est un truc qu'on bosse beaucoup d'ailleurs. À chaque cours, on commence généralement par
assouplissement, mobilité. Mhm. Parce que, bah, notamment, comme on travaille énormément dans les gardes ouvertes, puisque en fait, finalement, ton jeu, si on en parle un petit peu, ton jeu est un jeu, bon, on a un jeu qui est quand même très très similaire, mais c'est un jeu qui est très basé sur l'utilisation de tes jambes plus que de tes bras. Mhm. Ce qui a tout son sens, à mon sens en Jiu-Jitsu, lorsqu'on est en dessous, puisqu'en fait, vu que tu as forcément moins de force qu'une personne de ton poids qui pourrait être un homme et qui s'entraîne autant que toi, c'est plus intelligent d'utiliser tes membres inférieurs qui sont beaucoup plus forts que de pousser ton bench press. On est d'accord? Mhm. Ton squat est beaucoup plus. À combien tu squats à peu près là en ce moment? Ça fait combien de reps? Sur du lourd, sur une rep, ce serait Sur quoi? une rep? Ouais, Au maximum 100 kilos. 100 kilos. Sur un bench en développé couché, 50. 50 kilos. Ah Donc ouais. deux fois moins. Donc c'est beaucoup plus logique, et c'est logique, hein, mais c'est beaucoup Mhm. plus logique d'aller pousser du coup avec tes jambes que Mhm. chercher avec tes bras. Donc ça explique un peu ton style de jeu. Est-ce que du coup, en compétition, parce que finalement Ouais, c'est ça la soulevé question. la réponse, quel est l'impact que tu ressens lorsque tu combats dans ta catégorie contre des femmes de ton poids? Eh oui, là, la dernière fois, j'étais choquée. J'étais super petite. J'avais Légère, tu l'impression. veux dire. Oui, petite, je la retrouvais plus, en fait. Je disais, mais elle est où? Ouais, une fois, j'avais cette sensation, en fait. Même si je suis en bas de ma caté, j'ai eu cette sensation que je la retrouvais plus. Parce que tu combats en 64, mais tu pèses en fait. Vers 60. Ok, Donc, un peu moins de 60 kilos, ok. ouais. Et donc, quand tu dis que tu l'as trouvé plus, c'est quoi? C'est quand tu la repousses, quand. Quand j'étais déçue, en fait, il y avait très peu de corps. Ah, Donc c'était juste dur à. Ben ouais, donc je me suis sentie très supérieure. mais mais c'est comme ça aussi pour les autres femmes. Donc Ah. toutes les autres femmes, normalement, les autres aussi, avec qui je parle aussi en compète, elles s'entraînent aussi qu'avec des hommes. Donc non, peut-être elles ont aussi la même impression que ouais, elle est super. Mais du coup, ça doit être rigolo parce que le rapport entre. Comment ça s'appelle? Toutes les femmes ont cette possibilité de s'entraîner avec des hommes. Donc, je vais faire un très très gros raccourci, mais des personnes plus fortes physiquement, on va dire. Euh, Par contre, on ne mélange pas hommes et femmes en compétition. Donc ça fait que vous vous retrouvez à batailler sur des ratios de force qui sont les mêmes, mais sans jamais avoir l'opportunité de vous entraîner entre vous, quoi. Hmm. Ou alors c'est très rare, ou alors dans les grandes académies où Hmm. il y a un groupe de femmes qui est développé, et ce qui est quand même assez rare. Du coup, le fait d'avoir des femmes qui sont plus légères, beaucoup plus légères que ce que tu as l'habitude de combattre, comment tu te sens? Mis à part que tu trouves pas la personne, bon, au niveau de la résistance, que ce soit en bas comme en haut. Ben, ouais, ça dépend beaucoup de la personne parce que j'ai rencontré beaucoup de résistance aussi en compète et, des fois je sens que aussi je suis la plus forte. Donc physiquement, ma force, parce qu'on fait aussi, je fais aussi de la prépa physique, donc je sens que ça m'a aidé parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur la technique, mais des fois la technique avec la force appliquée, c'est encore plus efficace que la technique. Ah bah, ça, c'est évident. Je ne sais pas qui veut faire du jiu-jitsu en compétition sans prépa physique. Mhm. Peut-être que c'était possible à un moment, mais aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose dont on a discuté avec Théo dans l'ancien épisode. Aujourd'hui, vouloir faire du jiu-jitsu en compétition avec un niveau technique aussi développé sans prépa physique, c'est juste aller à l'abattoir en fait. Ça, c'est pas possible. Mais donc, je comprends pas tout à fait la question parce que toutes les femmes aussi, elles se préparent physiquement aussi pour aller en compète. Donc, ça dépend de la personne, j'imagine. Ok. Ouais. La question, elle est faite dans le sens où, du coup, si jamais, comme vous avez l'habitude de vous entraîner avec des hommes, est-ce que ce serait logique, par exemple, de mixer les catégories, hommes-femmes, dans ce cas-là? Puisque vu que tu t'entraînes avec des hommes, et toutes les femmes probablement qui nous écoutent s'entraînent aussi avec des hommes à la majorité, est-ce que ce serait pas logique de commencer à mixer les catégories? Je trouve que c'est une question très, très intéressante que tu relèves là. Et forcément, je ne sais pas pourquoi on a cette division entre les femmes et les hommes dans les compètes. Parce que quand je rencontre des hommes de mon poids, on a un gars de mon poids dans le club là.
on tourne comme c'est. Je sens que c'est quand je suis à la compète en fait. Ouais. Je sens pas qu'il est. Tout le temps, c'est individuellement. Il y a des filles qui ont une force de ouf, des fois, comme si elles sont nées avec. Et la même chose pour les hommes, tu vois. C'est pas. Je sais pas, j'ai rencontré des filles super fortes et des hommes aussi qui n'ont pas cette pêche-là. Ou Ouais, ça dépend. Et puis après, il y a le style de jeu aussi qui influe. Moi, j'ai en tête, je vais la citer parce que c'est du très bon jiu-jitsu qu'elle propose. Moi, j'ai en tête Lina, là, Lina Grosset, avec qui vous avez fait 2 combats hyper intéressants. Lina est plus légère que toi, si je ne m'abuse, oui. Et elle met une telle pression. Déjà, vu de l'extérieur, ça se voit en fait que c'est lourd. Même si elle n'est pas forcément plus lourde que toi. C'est celle qui. Elle sait répartir son poids de façon à. Tu sens que c'est marche avant. Pour moi, elle est la plus lourde de tous. Alors qu'à l'inverse, par exemple, la compétition que tu as faite à Bordeaux, où tu as malheureusement qu'un seul combat en absolute, j'ai oublié son nom, mais peu importe, qui a probablement 5 ou 6 KT au-dessus de toi, même si elle te pressionne, elle te met dans des positions où tu es complètement le bassin en l'air, quasiment. C'était quoi, c'est en stack. Mais j'ai pas l'impression qu'elle va te passer en fait. Pourquoi? Parce que elle répartit son poids pas assez efficacement, au vu de la position de passage qu'elle voulait tenter de faire. Alors que finalement, un petit changement d'angle, plus par exemple un genou dans tes lombaires quand tu étais stacké, et puis grignoter au fur et à mesure le passage de garde, ça aurait été beaucoup plus efficace que essayer de te tasser, de te plier en deux, le numéro d'origami qui s'est passé. A l'inverse, quand je regarde Lina, le deuxième combat que vous avez fait, je sais plus où c'était à Paris. On a fait un combat à Paris et à Barcelone aussi. Ok, la première fois tu l'as gagné, mais à Paris, elle te gagne et elle te passe, je crois. Quand elle te passe, ben moi je vois que c'est millimétré en fait. Donc la nana, elle est pas du tout, c'est pas du tout une combattante lourde, mais au contraire, c'est une combattante qui met énormément de pression et qui est hyper méticuleuse dans son passage de garde, et ça, c'est un truc qui est cool. Donc ça, c'est assez intéressant. Ouais, c'est super intéressant, et je pense aussi qu'elle a développé cette capacité parce qu'elle aussi oublie, je sais pas où elle s'entraîne, mais parce qu'elle s'entraîne beaucoup avec les lourds. Je crois que c'est School of Champs, l'académie là qui est vers Paris. Et elles ont quand même, j'ai l'impression, si je me trompe pas, un groupe de nanas qui s'entraînent. Je sais pas l'intensité qu'elles se donnent là-bas, mais probablement de toute façon, dans l'académie du Jiu-Jitsu, comme pour le moment dans le monde, c'est très dominé par les hommes. Mais il y avait un podcast que j'avais écouté de Joe Rogan là-dessus, je sais plus avec qui c'était. C'était sur le fait de créer une catégorie. Alors, c'était pas tout à fait ça, c'était... Est-ce que les transgenres, femmes to homme ou homme to femme, pourraient rejoindre du coup la catégorie du sexe opposé? Et d'ailleurs, je crois qu'on avait regardé un documentaire ensemble. Femme là, What's a Woman Oui. Je pensais pas à ce documentaire-là, mais je pensais à un documentaire où... Ah si, mais on l'a vu ensemble. Quelle est la place du coup de la femme qui devient homme et de l'homme qui devient femme dans la catégorie dans laquelle... dans le sport. De destination dans le sport. Ouais, mais juste pour finir de répondre à cette question aussi, je trouve que moi j'aurais eu rien contre de faire la compète avec des hommes de mon poids, mais je pense que j'aurais peut-être un peu moins fait l'absolute dans ces cas-là. Ouais, là, l'absolute, tu réfléchis un petit peu plus. D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que en Norvège, quand on est allé s'entraîner à l'académie, comment s'appelle cette académie avec la femme ceinture noire? Bergen Grappling. À Bergen Grappling, j'ai senti qu'elle était lourde. Elle pesait 75 kilos, et pour le coup, j'avais une combattante en face de moi, techniquement qui avait son style de jeu, c'était ok, mais j'ai senti que physiquement, effectivement, j'avais pas l'impression de combattre contre une femme en fait. Non, mais son jeu c'est smash. Ouais, elle le dit en plus, elle dit j'adore d'écraser. Ah ouais, elle dit ça. Ouais, mais du coup, ça c'était intéressant parce que effectivement, là j'ai oublié le genre. J'avais tourné avec une nana solide aussi, on la voit plus trop en ce moment, c'est Fechter, la Gabi Fechter qui s'entraîne chez Checkmat, je sais pas si tu connais. À l'époque où elle était ceinture marron, elle venait recevoir sa ceinture marron, ça c'était à Rio, quand j'étais à Rio.
Et là, c'était pareil. Là, j'avais Mhm. l'impression de m'entraîner avec un mutant, enfin un homme. Alors techniquement, le jeu Checkmate, c'est un peu différent. On n'est pas du tout sur le même style de jeu. Mais ceci étant dit, la confrontation est réelle, quoi. Donc Mhm. là où je me dis, je tourne avec une femme, parce qu'il faut prendre en considération ça aussi quand t'es un homme. Tu dis, je tourne avec une femme, donc je vais essayer de pas mettre trop d'intensité physique, mais d'être plutôt technique. Mhm. Et ben là, cette considération, elle part vite aux oubliettes, puisqu'en fait, techniquement, Mhm. elle est là, et puis physiquement, elle est là aussi. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à paramétrer. Ouais. Notamment quand on est à l'entraînement et qu'on dit, ok, aujourd'hui, alors indépendamment des sexes et indépendamment des poids, Mhm. aujourd'hui, on travaille sur la session drill spécifique, on travaille une technique. Mais c'est super important ce que tu dis aussi parce qu'on on a parlé de ça aussi il n'y a pas très longtemps. La différence, la capacité de gérer sa propre force. Parce que quand on joue aussi, Yeah. tu as parlé de ça, de mettre comment tu dis, des intervalles de force. Par exemple, si tu tiens la manche de quelqu'un, Oui. très très légèrement, la personne ne se sent pas forcément menacée au début. Et peut-être elle ne se sent même pas qu'il t'a attrapé sa manche. Et tout d'un coup, là, tu tires, tu vois. Mais si j'attrape comme ça, tu vois, là, il va déjà, non, 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 casser et tout. Et donc, le savoir à quel moment faire la force, à quel moment accélérer et mettre. Et donc, pour développer cette capacité aussi, il faut savoir gérer sa force, genre, comment on dit, Jauger, jauger et alterner. jauger, c'est pas comment. Jauger, c'est évaluer. Non, mais genre, euh, comment on dit ça avec croissance, genre. Ouais, et faire croître, faire croître. Faire croître au fur et à mesure de 10%, 20%, 30%. Et c'est aussi une capacité intéressante pour les lourds, ouais, les lourds à développer. Ben, là, j'ai perdu un peu mon raisonnement, mais c'est pas juste pour être gentil avec son partenaire qui en gère, Yes, qui en super. gère sa force en fait. C'est aussi bien pour nous-mêmes de développer cette capacité. Ouais. Et là, j'ai eu en tête, on a visité une académie ensemble où le prof de l'académie, il punissait les combattants ou les élèves qui ne respectaient pas, ou si quelqu'un était dans la position, il se sentait si c'était trop fort ou écrasé ou n'avait pas une bonne expérience, surtout les visiteurs. Et si les élèves faisaient en sorte que les visiteurs ne se sentaient pas bien dans le combat, et ils étaient obligés de faire des pompes à côté. C'est quelle académie ça? C'était à Nantes. Ah bon? Oui, et donc après chaque combat, mais c'est parce que tu es homme et tout, mais là il n'y avait que d'hommes, il n'y avait que moi femme là dans l'entraînement. Okay. Parce qu'ils avaient une équipe de femmes à côté qui s'entraînaient des fois ensemble, je sais pas, mais ce jour-là il n'y avait que d'hommes, grandes, super grands. Lourd, super, il n'y avait que d'hommes lourds dans ce jour-là. Et après chaque combat, la personne dit ça va, je te fais pas trop mal, non, c'était pas Mais pas ça trop c'est lourd. intéressant comme concept. Et je dis non, ça va, ça allait et tout. Mais je sais pas pourquoi il a instauré ça, le prof. Peut-être avant ils étaient trop bruts, peut-être. Mais peut-être dans certaines académies c'est nécessaire. Mais donc, c'était pas comme si ils m'ont laissé les rouler dessus, tu vois. C'était pas ça, mais forcément, j'étais pas. C'était intéressant, tous les combats étaient intéressants parce que je pouvais sortir des possessions en utilisant mes techniques et pas juste la force brute. Ouais. Et donc. C'est intéressant que tu amènes ça parce qu'on a eu un commentaire sur le dernier podcast qui était c'est un boxeur. Si je me rappelle bien l'histoire, c'est un boxeur qui s'est dit tiens, je vais aller essayer le jiu-jitsu. Et il a été super mal reçu. Il a été super mal reçu parce qu'il s'est fait rouler dessus. Il y a eu très peu de considération de la part à la fois de l'entraîneur mais aussi des pratiquants avancés, ce qu'ils appellent les gradés, je déteste ce terme. Et le sens d'accueil d'une personne, donc l'introduction à une personne au jiu-jitsu, je pense que c'est fondamental. Les premiers rapports que tu vas avoir avec ce sport, et comme dans tous les sports, ça va définir si oui ou non tu accroches ou tu accroches pas.
Je crois que cette personne a continué le jiu-jitsu, mais probablement ailleurs. Ceci étant dit, si on revient au cas de Nantes, vu que c'est un groupe d'hommes uniquement, Mais je pense qu'il a des femmes aussi, mais ils n'étaient pas là ce jour-là. ok, mais Ouais. admettons que ce soit un groupe d'hommes uniquement. L'homme, vulgairement et grossièrement, si je fais le raccourci, il aime bien la confrontation, c'est un peu aussi ce qu'on vient chercher dans ce sport, même si c'est pas purement un sport de force, c'est un sport quand même de confrontation, on rentre dans les arts martiaux. Mhm. C'est vrai que s'ils n'ont aucune notion, s'ils n'avaient aucune notion, et qu'ils blessaient à chaque fois les visiteurs, notamment les personnes plus légères et les femmes aussi, Mhm. bah en fait la longévité du club Ouais. elle est moindre. Ouais. Et puis ça permet pas de laisser s'intégrer de nouvelles personnes, nouveaux morphotypes, personnes légères et tout. Donc forcément c'est un truc qu'il faut prendre hyper Oui. en considération ça. Et c'est bien aussi parce que la plupart de personnes qui pratiquent Jiu-Jitsu font ça pour le plaisir. C'est pas pour devenir un champion du monde. Et donc on va à l'entraînement pour s'amuser. Et pas pour avoir de mauvaises expériences, on se sent mal, on a envie de commencer à pleurer parce que quand le corps se sent massé, essoré comme ça, en fait, c'est dur. Mentalement, c'est dur. Et c'est comme si, des fois, j'ai été écrasée tellement fort que mes larmes ont été écrasées, le sang avec, en fait, parce que c'est tellement fort la pression, en fait, c'est comme ça, des fois. Et c'est pas... Et on paye pour ça. En fait, des fois, ça peut être ok, ça peut être bien de mettre une telle pression pour savoir que ça existe, ça peut arriver et tout, mais tous les temps, et surtout quand j'avais la ceinture blanche aussi, des fois je me demandais mais pourquoi je fais ça en fait. C'est pas rigolo. Donc des fois ça peut être tellement rigolo, et donc je sais ce potentiel de jiu-jitsu que ça peut être rigolo. Ouais. Et quand ça m'arrive que c'est pas du tout rigolo, c'est pas du ça par exemple ce genre là où l'homme s'assit sur moi et juste mettre ma bouche, j'ai senti ça c'est pas le jiu-jitsu, c'est pas le jiu-jitsu en fait, c'est pour ça que j'aime pas aussi, parce que c'est pas tout le monde peut faire ça, tout le monde qui ont 30 kilos plus que toi et peut Peuvent t'écraser. ouais, donc je suis bien, ça me dégoûte, pas dégoûte, mais ça me Bah si, ça dégoûte, ça rejette, Oui. ça dégoûte, si, c'est ça. ouais, ça me dégoûte et ça me rend un peu déçue. Mais je suis sûr qu'il y a énormément de gens, alors pas forcément des gens qui nous écoutent, parce que je pense que les gens qui nous écoutent sont des personnes qui recherchent du jiu-jitsu, mais il y a forcément énormément de gens qui ont quitté ce sport à cause de ça. Ou une mauvaise première approche, de façon générale, ou une approche où C'est ils sûr. se retrouvent pas, parce qu'en fait, bah, l'académie ne propose pas forcément une sécurité physique, de l'intégrité physique, et cette sécurité psychologique aussi. On parlait la dernière fois de ces trois choses que devrait fournir une académie normalement. Pour avoir cette sécurité psychologique, il faut que tu aies ce sentiment d'appartenance à un groupe, qui est fondamental. Donc le fait de se sentir inclus dans toutes les activités du club, que ce soit dans les cours, dans les open mat, dans les événements autour du jiu-jitsu qui se passent par la salle. Il y avait aussi cette composante d'apprendre une réelle compétence. Et là aussi, c'est important. La personne, si elle s'inscrit dans un club de jiu-jitsu, ça peut s'appeler jiu-jitsu, capoeira, cours de basse ou ce qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, elle souhaite obtenir un minimum de savoir-faire. Ça, c'est une chose. Et puis aussi cette composante d'autonomie, de pouvoir faire un peu ce qu'elle veut. C'est-à-dire en dehors des tatamis et même sur le tatami, pouvoir, comment ça s'appelle, développer son propre jeu et ce qu'elle aime faire. Et ça, ce sont des piliers hyper importants dans une académie. Et je pense qu'au-delà du fait qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à apprendre dans la difficulté, dans la douleur, parce qu'il y a des gens qui aiment ça finalement. Il y a des gens qui aiment se dire, ok, je pratique les arts martiaux, donc je vais me faire smasher tous les jours, mais c'est pas grave, je continue. C'est comme ça qu'on apprend. Il y a des gens qui sont dans ce mode d'apprentissage-là, mais c'est pas forcément une voie d'apprentissage qui correspond à tout le monde. Et je vois pas à quel point on peut travailler la technique, par exemple, quand on se trouve écrasé sous une personne super lourde. Clairement. Et là, tu tires le trait un peu, mais même sans se faire écraser par une personne très très lourde, c'est dur de travailler la technique quand tu travailles avec des personnes qui mettent uniquement que de l'intensité physique. Pour moi même, c'est impossible. C'est pas possible. Cette transition, tu vois, entre, et je te laisse, excuse-moi, cette transition entre le moment où, et c'est ça, ça me fait penser au cours drill et spécifique qu'on a mis en place dans l'académie, la transition entre le moment où tu travailles une technique, tu imites une technique que quelqu'un t'a montrée parce que tu ne la connais pas, tu la travailles sur une personne qui ne propose aucune résistance,
Et le moment où tu changes et tu travailles cette même technique contre une personne qui te pose 100% de résistance, C'est ça. il y a un énorme gap entre travailler contre quelqu'un qui fait rien et travailler avec quelqu'un qui te propose de la résistance. Et surtout si 100% pour ton partenaire, c'est ton 200%. Exact, sur une technique que tu ne maîtrises même pas encore. Ouais. Donc du coup, j'ai du mal à voir comment on peut faire ce switch de se dire ok, je vais driller, répéter, travailler autant ou à la répétition, et puis ensuite se dire ouais, bah, vas-y, combatch, rando spécifique, et on fait à 200%, c'est pas possible. Mais c'est pour ça, ça revient aussi avec les personnes lourdes. Une autre chose qu'on peut faire à l'entraînement, c'est parler avec cette personne et se mettre d'accord avant de tourner avec elle, se mettre d'accord. Par exemple, plusieurs fois, j'ai demandé est-ce que je peux commencer debout? Et la personne commence À 6. à 6. Ouais. Ouais. Et donc, je joue la garde parce que des fois, j'ai un peu mal au dos aussi. J'ai pas envie de risquer avec cette personne 30-40 kilos. Et donc, j'ai dit on peut commencer comme ça, je passe ta garde. Et normalement, on dit oui, oui, bien sûr et tout. Et après, on peut effectivement aussi parler de cette intensité, de se mettre d'accord sur l'intensité. Sauf qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à faire ça. Ben, on a croisé le ceinture noire, je croise la ceinture Partout. de tous les ceintures qui se disent oui, on peut faire ça, mais ils n'arrivent pas. C'est mort. C'est dès qu'on me met le contact, en fait, c'est oublié. Ok. Alors, question. Comment faire pour réagir dans cette situation? Franchement, il y a une personne avec qui j'ai tourné plus à cause de ça. Parce que je savais pour que cette personne développe cette capacité de gérer sa force, ça peut-être dans une autre vie, hein, mais sa personnalité, ses expériences, je sais pas, probablement sa personnalité ne lui permettait pas de développer cette capacité. Et il avait une énergie dans notre monde, en fait, et ça pouvait pas se tenir. Ok, mais dans les faits, alors ça c'est une chose que si cette personne t'invite, tu refuses, c'est une chose. Et il n'avait pas de technique non plus, donc ça c'est dangereux. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, la question c'est, pour tous les gens qui nous écoutent, parce que c'est des situations qui nous arrivent à tous, et ça m'est aussi arrivé, comment tu fais dans l'action? Parce qu'il faut être capable de se dire, ok, on va faire, mais on fait pas trop fort. On fait pas fort. Prévenir, c'est une chose. Maintenant, quand t'as dit ça, tu tapes dans la main, il commence à mettre 200% et il est prêt à te casser une côte, il faut avoir la maturité et la capacité de se dire, avant que ça n'arrive, ok, stop, là tu forces. On reprend et tu y forces. Et tu ralentis. Est-ce que toi, t'as cette maturité et cette capacité de le faire? J'ai commencé à le développer. Mais c'est pour ça que je dis au début aussi, j'ai dit que moi, ceinture blanche, c'était une autre personne. Je roulais avec tout le monde, je jugeais pas. Et des fois, j'avais mal au dos pendant 2 semaines après. Et je me dis, non mais ça va pas en fait. Je peux pas m'entraîner comme ça. C'est pas possible parce que comme ça, je peux pas me permettre à m'entraîner une fois par jour en fait. Il faut que je prenne des pauses parce que mon corps ne peut pas. Et les disques. Intervertébraux. Ouais, les hernies, comment on dit ça? Discales. Les hernies discales et tout ça, je commençais à l'avoir. Donc j'ai dit non, il faut que je prenne soin de moi. Et là, je commençais à développer cette capacité. Mais je pense que j'ai toujours la marge là. J'aurais pu être beaucoup plus claire. Parce que des fois, quand je sens que la personne, l'énergie là, et je sens que je ne peux pas le gérer, ou c'est juste. Des fois, je me dis, ok, il me reste 5 minutes, je vais le faire. Je le prends comme un défi, et des fois, c'est un peu au-dessus de ce que je peux gérer. Mais des fois, je suis un peu trop bourrée toujours là, je trouve. Et donc, je ne sais pas quoi dire, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais c'est vrai que pour moi, c'est dur à me dire, mais à dire de haute voix, et de stopper, d'arrêter un combat pour dire non, ok, on ralentit. Et c'est dur pour moi, je sais pas, c'est un truc de ego ou c'est genre, je trouve que c'est embarrassant ou j'ai pas envie d'être cette fille faible. Donc c'est peut-être un truc d'ego, mais il faut que je développe encore plus cette capacité.
Comme je dis, j'ai commencé à l'avoir, mais je peux encore faire mieux. Ok. Tu veux travailler, enfin c'est quelque chose qu'il faut que tu sois capable de développer. D'ailleurs aussi, je pense que en tant que prof d'une école, il faut aussi avoir l'œil et l'oreille pour recevoir ces informations. Parce que je pense que la personne qui donne le cours, c'est la personne qui est quand même responsable à la base de la sécurité des pratiquants. Si on est responsable de la sécurité des pratiquants, ça veut dire qu'on a conscience de la façon dont s'entraînent les gens. Et ça veut dire aussi qu'il faut être capable d'accepter que les élèves viennent rapporter que un pratiquant ou une pratiquante met trop de force et que c'est vraiment trop bourrin, c'est n'importe quoi. Il faut être capable de l'entendre et il faut être capable de réagir aussi. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut tous, à long terme, et je sais qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas forcément à ça, c'est ce dont tu parlais, longévité dans le jiu-jitsu. Tu veux pouvoir t'entraîner longtemps, pas éviter de te faire les genoux si c'est possible, éviter de te faire les hernies discales si c'est possible aussi. Et du coup, il y a ce rôle important, je pense, du coach, d'être capable de reprendre les informations, de les analyser avant que les choses arrivent, et aussi de corriger, de changer l'angle du tir. Parce que s'il y a une personne qui détruit tout le monde à l'entraînement, on n'a plus de partenaire. Si on n'a plus de partenaire, on ne s'entraîne plus. Et si on ne s'entraîne plus, la compétition, ça va être compliqué. Mais je crois que tu voulais aborder un sujet, du coup, au niveau de Oui, la j'ai juste pensé que je suis reconnaissante aussi de pouvoir avoir cette opportunité de m'entraîner beaucoup avec des personnes lourdes. Parce que ça me force aussi à développer, ça me force à être très juste dans mes techniques. Comme j'ai dit déjà, des fois on se met son poids un peu différemment, ou la technique, on le fait un peu différemment par rapport à la taille de l'adversaire. Ouais. Mais je pense encore plus se mettre le poids, par exemple, comme on a dit, de bien gérer son poids sur la personne, ça on est forcé à développer. Et je pense par exemple au triangle, de shooter un triangle sur une personne grosse ou lourde. Si c'est pas juste, ça va jamais prendre. Parce qu'elle va exploser avec ses épaules. C'est terminé. Ouais, c'est terminé, je donne le passage. Et donc, dans cette position, par exemple, si j'étais avec une personne de mon poids, j'aurais attaqué les triangles. Mais avec une personne grande, je n'attaque pas tant que je ne vois pas que la position est parfaite, en fait. Parce que sinon, je risque. Et la même chose pour le 100 kg, par exemple. Là aussi, il faut bien juste mettre son poids bien vers la poitrine et faire gaffe à ne pas être renversé sur le côté. Et c'est ça, et donc... Je t'ai vu faire ça ce matin-là. Je te voyais avec Thomas, lui mettre un triangle, et je me suis dit, ok, si ce gars-là pesait 20 kg de plus, alors Thomas, il fait ton poids, ceinture violette aussi, si ce gars-là, il faisait 20 kg de plus, donc mon poids, est-ce que ton triangle, il aurait marché de la même façon? Parce que la première fois que tu mets le triangle, tu lui croises bien le bras, donc ça a un effet direct sur sa posture, il ne peut pas posturer, il ne peut pas t'écraser. S'il fait 20 kg de plus, la deuxième fois où tu fais ça, où tu lui prends pas son bras et tu lui croises pas, je me dis, il y a peut-être danger. Ce serait pas du tout la même chose si c'était moi qui étais coincé entre tes jambes, et ça pourrait m'être un peu dangereux. Donc effectivement, parfois il faut peut-être adapter un petit peu les techniques, mais ça n'empêche pas que quand tu joues contre des personnes qui sont, on va dire, plus légères, tu prennes les mêmes précautions pour avoir les mêmes automatismes. C'est ça. Parce que quand tu vas arriver à l'absolute et que les nanas elles font 100 kilos, comme la dernière fois, bah en fait il faut que l'automatisme il soit là, peu importe qu'elle soit légère ou pas légère, parce que là tu risques de te faire tasser et salement. C'est ça. Donc avec les personnes lourdes aussi, je préfère le collar and sleeve et pas le double manche. Parce que comme il posture beaucoup, énormément, j'ai pas la même contrôle sur la posture. Exact. Et je fais beaucoup plus gaffe à maintenir mes pieds sur leurs hanches. Et je trouve que c'est dur, par exemple, de faire des renversements avec utiliser la force de mes bras, mais plutôt focaliser sur leurs jambes. Ce qu'ils ont fait là, on attrape le talon et avec la pression sur derrière mon creux de genou sur leur petit rotule, le tibia, et faire la pression en arrière. Et là, en gros, les déséquilibrer avec leurs jambes. Donc là, tu es en train de parler de l'alternance entre
au lieu de faire de l'arrivage sur une personne qui posture, saisir au niveau du talon et utiliser ton creux poplité à toi pour venir sur la rotule et forcer une hyper extension du genou pour que la personne redescende. C'est ça que tu es en train de... Bah, tout ce qui est déséquilibrer la personne en utilisant mes jambes et ses jambes, du coup, je trouve ça c'est plus efficace que tirer sur les manches. Parce que des fois, c'est trop lourd. Non, mais c'est sûr. Et puis de toute façon, la position double shift qui quand même casse la posture, hein, ça casse le dos. Hein. Là, moi je pense que c'est hyper important de travailler son gainage abdominal et gainage des extenseurs lombaires quand on joue passeur. Notamment sur des gens qui jouent garde ouverte, col-manche, double sleeve. En double sleeve, quand même, si tu arrives à garder ce minima de distance, tenir la personne à distance moyenne, on va dire, tu as quand même contrôle sur la posture. Et ça, c'est bien la double manche aussi, parce qu'on empêche que la personne puisse attraper nos jambes, qui va souvent faire pour passer. Exact. Et c'est pour ça aussi, parce qu'en collar sleeve, l'adversaire a un bras là libre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune des deux positions qui est parfaite. Et d'ailleurs, c'est comme dans tout le jiu-jitsu, ce dont on parlait la dernière fois. Autant double sleeve, tu as le contrôle sur les deux mains, c'est dur d'aller chercher une jambe. Si tu contrôles réellement les deux bras et que tu les as au niveau de la ceinture, ça c'est une chose. Une autre chose, c'est que tu n'as pas de réel contrôle de la posture directe du fait de ne pas avoir de main au niveau du col. Donc pour descendre une personne quand tu es en double sleeve, effectivement, jouer dans ses jambes pour lui faire écarter sa base, ou alors la tenir à distance plutôt pied aux hanches, ça c'est intéressant. Ce que tu peux à ne pas avoir à faire lorsque tu es en collar and sleeve, puisque tu as le contrôle direct sur son col, donc du coup faire un deadlift alors que toi tu es à distance, il peut pas. Mais, de l'autre côté, comme il a une main libre, si jamais il fait le loop suffisant et nécessaire pour t'attraper la jambe, bah c'est autre chose. Et du coup, le système de recomposition, il faut le travailler en fonction de ça. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est fondamental à comprendre. Et d'ailleurs, je pense que d'ailleurs, c'est ça qu'on travaille en ce moment, c'est le système de comprendre la rétention. Parce que là, on parle de... Au-delà de la technique d'appliquer des triangles, des omoplates, des armbars, que tout le monde sait faire à peu près, ces petits liens de transition d'une position à une autre, d'une position de contrôle à une autre, ça c'est quelque chose qui est très très peu abordé, je trouve. J'ai très peu souvent vu des cours où j'arrive et on ne me parle pas de soumission. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. En fait, la soumission, ça m'intéresse même pas, en fait. Parce qu'en fait, quand tu arrives dans la position que tu veux, la soumission, elle est assez évidente. Dans le dos, en montée, c'est assez évident. Par contre, les petits liens qui font que tu arrives à tenir une personne dans tes jambes, donc tu n'es pas en danger sur le passage de garde, ce genre de choses, ça, malheureusement, les gens mettent trop peu souvent l'accent, je trouve, là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises du coup dans ton jiu-jitsu, ou est-ce que tu es plutôt toi dans l'attaque tout le temps, en compétition? Non, pas du tout. Et à ce moment, je travaille aussi pour devenir un peu plus offensif. Parce que j'aime trop, je pense, juste jouer la garde et juste recomposer et aussi défendre, j'aime bien. Juste répondre en fait à tous les mouvements et juste faire ça. Et souvent, je me trouve dans la compétition en train de défendre. Oui. Mais comme je pratique beaucoup ça, c'est ma façon aussi de m'entraîner, je ne me fatigue pas trop de cette façon. Donc la personne qui attaque tout le temps, se fatigue. Et à la fin du combat, j'ai tendance à attaquer plus. Bah là, Mais c'est pas toujours vrai, parce que des fois aussi, c'est comme à Bordeaux, avec mon adversaire beaucoup plus lourde que moi. Je me suis fait plier en deux, première, je pense, 4 minutes de combat, et puis je suis revenue. Mais là, il était super fatigué parce qu'il a essayé de passer ma garde pendant 4 minutes. Mais moi aussi, j'étais pliée en deux. Donc, c'était pas forcément la meilleure stratégie. Mais ce que je veux dire, c'est il faut que je développe un peu plus d'agressivité dans mon jeu. De voir les opportunités et les créer aussi. Et, les créer. Et ça, c'est pareil. Hein, les lourdes ou les plus légers... Mais je pense qu'avant de vouloir créer les opportunités d'attaque dans le jeu, et là je parle vraiment du point de vue du gardien, de la gardienne, dessous, il faut quand même avoir cette base de rétention. Parce que là, le constat que j'ai eu et qui était flagrant pour moi, c'est que pendant 3 semaines, on a travaillé un système d'attaque depuis une position, la double sleeve. Sur les cours open mat et les cours pour ASA, je me rends compte que c'est bien d'avoir un système d'attaque.
Mais en fait, si t'as pas la capacité de tenir la personne dans tes jambes, juste la phase de rétention, et que la phase où toi tu peux prendre la parole et commencer à attaquer, bah, tu peux pas la créer, parce qu'en fait tu t'es déjà fait passer, en fait ça n'a aucun intérêt. Donc en fait la fondation, à mon sens, dans un premier temps, c'est l'aspect défensif de la garde. Ok, j'arrive en combat, je sais que difficilement cette personne va pouvoir en passer. Maintenant, dans les temps de repos, et ça j'en parlais tout à l'heure avec Anto, dans la phase de repos où le passeur est dans une position, il n'arrive plus, il est fatigué, essoufflé, là, toi, repérer cette phase et créer l'action. Et ça, c'est une deuxième chose. Et ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que du coup, en étant plus légère, est-ce que tu penses que tu as plus intérêt à jouer là-dessus, sur une phase de ok, je défends, je laisse la personne s'épuiser et puis à la fin je donne tout, j'attaque, ou est-ce que peut-être est-ce que tu veux augmenter directement ton temps d'attaque? Je pense que c'est une bonne idée ça. Être un D'attaquer peu plus offensif. complètement dans l'offense? Ouais. Ouais, je pense. Je pense que c'est une meilleure idée. Parce que le truc de se dire je vais complètement faire l'offensif, c'est fatigant aussi. Hein. Mais Oui. je pense que la personne qui défend dépense plus d'énergie que la personne qui. C'est ça, on m'a dit aussi pour quand j'ai combattu cette nana, cette grande nana. C'est pas grande, mais lourde aussi. Ah, elle était grande, ouais. Grande ou lourde. Très grande. Et c'était là on avait pensé un peu plus de. Parce que moi, comme on joue les deux la garde ouverte, c'était pas. Je me suis fatiguée un peu plus. Bah, je me suis laissée plier à cause de ça aussi. Ouais. Mais de savoir à quel moment c'est intelligent de jouer à la garde fermée aussi. Oui, exact. Et peut-être c'est encore plus intelligent de faire ça avec les personnes lourdes qui n'arrivent pas à tenir. Bah, il y a quelque chose qu'il faut considérer quand même. À la base, l'objet de ce podcast, c'est parler des personnes légères qui s'entraînent avec des personnes lourdes. C'est que, je prends une autre perspective, je recule un petit peu, mais du coup, à la salle, là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de personnes plus lourdes que moi. Et de mon poids, / de ma force. Quand je m'entraîne avec vous, ça n'a aucun intérêt que j'y aille à 200% de mon intensité physique, de ce que je peux produire. Pause. Du coup, je me redécouvre en compétition. C'est vrai que de temps en temps, si, il y a des gars un peu lourds qui arrivent, etc., à la salle, etc., mais j'ai pas quand même toujours l'opportunité, parce que déjà, à la base, quand je donne cours, c'est pour donner cours, c'est pas pour m'entraîner moi. Et c'est pas toujours que j'ai l'opportunité de m'entraîner avec des personnes qui ont une compétence technique et physique, contre qui je peux tout donner. Et du coup, je me redécouvre. Maintenant, je pense à Bordeaux aussi, où moi je perds en finale absolue, là, contre Abdul. J'ai essayé de le tenir dans ma garde fermée, effectivement, ça le calme. Mais je sais qu'avec un gros delta de poids, la garde fermée, c'est pas non plus idéal. Parce que tu peux te retrouver dans cette situation à laquelle tu étais en ceinture blanche, où tu peux te faire écraser et étrangler même depuis la garde. Il n'y a qu'à regarder Mohamed Ali contre Seif, où Seif, il écrase Mohamed Ali. Mohamed Ali, il est dessous, il regarde ce qui se passe, il peut plus rien faire. Pour autant qu'il soit technique, fort physiquement, et tout ce qu'on veut, garde fermée, ça ne fermait pas sur Seif. Non, parce que des fois, on ne peut même pas fermer les jambes autour aussi. Donc peut-être qu'il faut parfois trouver d'autres solutions. Ouais. Du coup, c'était cool. Je sais pas si tu avais vu le combat entre Lucas Lepri et Seif. Elle est Oumin Non. Lucas Lepri contre Seif. Ce même gars qui est très très lourd. Oui, mais c'est Seif Oumin, non? Je sais pas son nom de famille. Ah ouais. Ouais, c'est le français. Oui. Ouais, j'ai vu. Ouais, bah ça, c'est un combat hyper intéressant parce que Lepri, avec son ses petits 76 kilos, il le tombe et il le. Ça, il fait sit-up, non? Ouais, il fait sit-up guard, qui est une garde qui peut être hyper intéressante parce que du coup, tu as un contrôle direct sur la posture de. C'est vrai que moi, j'ai un peu peur de faire ça avec. Je n'ai pas encore développé la finesse du sit-up pour pouvoir l'utiliser avec les grands. Mais c'est vrai que ça a du potentiel, je pense. Ouais. Il faut être juste. Parce que si la personne met son poids sur toi, c'est mort. Ah ben là, de toute façon, il faut être tout le temps juste. Une chose que tu fais bien, c'est rentrer sous les jambes, sous le centre de gravité des gens, et forcer que ce soit modalité X ou Spider X ou avec une manche X. Ça, c'est un truc qui est hyper intéressant, parce que du coup, c'est difficile de venir t'embêter et te plier en deux dans cette position.
Et ça, c'est une chose absolument à garder. Absolument. En fait, pour conclure, en résumé, je pense qu'il n'y a pas de technique de particulier qui est genre super efficace contre les personnes lourdes ou qui ne marche pas du tout. Je pense pas qu'on devrait changer notre jeu 100% par rapport à la personne. Ce qui est important, c'est de répondre toujours à ce que la personne, les positionnements de l'adversaire et ce que la personne fait, son jeu, et aussi adapter légèrement. Et peut-être il y a certaines choses, comme on a déjà abordé, comme le triangle, et qui des fois ça peut être un peu plus risqué avec les lourds, parce qu'ils sortent beaucoup plus facilement. Mais ça, quand on prend ça en compte, je pense pas qu'il faut faire des changements révolutionnaires. Et quand ça s'agit, quand on parle de l'aspect psychologique ou le social entre les gens, il faut juste, comme tu as dit, tu vois, de ne pas faire confiance à personne tant qu'on ne les connaît pas. Et pas avoir honte de dire stop ou de dire ralenti un peu, de pas avoir honte ou peur de dire ça parce que c'est tout à fait pertinent, c'est normal. Et là, c'est pas tout le monde qui aime d'être mis dans ces genres de situations où finalement on n'apprend rien, on est juste écrasé pendant 5 minutes. Et effectivement, comme tu as dit, il y a des gens qui cherchent ça et aiment ça, mais on se met d'accord avant de tourner à quelle intensité on va faire. Et du coup, je pense que c'est ça que je voulais dire juste. Et pour faire un point. On a abordé énormément de sujets autour du fait d'être notamment le plus léger dans l'académie et s'entraîner avec des personnes plus lourdes, mais aussi autour du fait d'être une femme dans le jiu-jitsu et s'entraîner avec des hommes qui parfois sont beaucoup moins méticuleux et un peu moins prudents avec les partenaires d'entraînement. On a abordé les sujets de la préparation de la compétition lorsqu'on s'entraîne avec des personnes plus lourdes et qu'on va combattre dans une catégorie plus légère. Je trouve que c'était un podcast qui était super riche en termes d'idées, et il y a même des idées que j'aimerais qu'on reprenne et qu'on pourra aborder dans notre podcast. Je te remercie pour ce premier podcast sur Métal Jiu-Jitsu, Camilla. C'était un plaisir. Et je te félicite aussi, parce que le français, c'est pas forcément ta première langue, mais bien ta cinquième. Donc en termes d'idées, c'est hyper riche, et ben, j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres. Aussi, n'hésitez pas, parce que je regarde du coup la caméra, à commenter ce podcast si vous avez aimé cet échange. Si vous avez des commentaires, des idées, des suggestions, toujours la même chose, laissez dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et nous, on se fait un plaisir à la fois d'y répondre et même de vous faire des vidéos sur mesure, que ce soit en termes de podcast ou de tutoriel. Encore une fois, n'oubliez pas de nous suivre sur les différentes plateformes, Instagram, TikTok, et d'aller jeter un coup d'œil sur notre site metajjb.com. Nous, on vous remercie, et on vous dit à bientôt dans un nouvel épisode.